Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. La campagne électorale bat son plein et nous ne pouvions pas ne pas parler de santé et plus particulièrement de soins. Les coûts de la santé représentent plus de 50% du budget de la province. Avec le vieillissement de la population et les maladies chroniques, ces coûts continuent et continueront à progresser. C'est un dossier incontournable qui lie sciences, technologie, infrastructures, mais aussi ressources humaines. Souvenez-vous, le printemps dernier, les infirmières ont été nombreuses à prendre la parole pour nous rappeler le rôle indispensable qu'elles jouent au sein du système de santé. Plusieurs infirmières sont candidates aux prochaines élections. J'utilise ici le féminin pour alléger mes propos, mais il y a évidemment aussi des infirmiers tout aussi indispensables. Et d'ailleurs, nous en avons un en studio. Donc, nous avons décidé d'inviter des infirmières et infirmiers à Je vote pour la science pour nous parler des enjeux qu'elles jugent importants, mais également des défis qu'elles rencontrent dans leur profession. Pour parler de santé en temps d'élection, nous avons donc avec nous Sandrine Garcia-McDiarmid, infirmière et candidate de Québec solidaire dans Châteauguay. Bonjour. Bonjour. Nous avons Lynne Cloutier, candidate de la coalition Avenir Québec dans Duplessis. Elle a été infirmière en milieu communautaire pendant 17 ans, je pense, et en milieu carcéral pendant 2 ans, et est actuellement gestionnaire, plus exactement chef de l'administration des programmes jeunesse au Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de la Côte-Nord. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Yann Giroux, qui est infirmier clinicien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il termine actuellement son parcours à la maîtrise en administration des services infirmiers à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Il n'est pas candidat, mais est très impliqué dans les enjeux professionnels et politiques infirmiers. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous les trois. Pour commencer, est-ce que les infirmiers et infirmières sont des personnes de pouvoir? Peut-être Yann Giroux? Au niveau pouvoir, j'aurais tendance à dire que c'est un gros potentiel étant donné le nombre et la variété qu'on en a partout à l'échelle de la province et que ce sont des acteurs qui sont incontournables en santé. La question est plutôt, est-ce qu'elles exercent leur pouvoir de façon optimale? Et la réponse, c'est probablement non. Et je crois qu'en période d'élection, c'est tout à fait approprié et le moment opportun pour exercer ce pouvoir-là. Lynne Cloutier, êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Yann Giroux? Est-ce que ce sont des personnes qui ne développent pas, qui ont du potentiel, mais qui ne l'exercent pas? En fait, je dirais que effectivement, je suis d'accord avec M. Giroux à l'effet que le nombre, la masse d'infirmiers et infirmières pour l'ensemble du Québec est quand même très représentative en ce qui concerne une catégorie d'emploi, mais tout à fait, le pouvoir, elle pourrait en avoir davantage. Elle pourrait, en fait, on pourrait leur en octroyer davantage les différentes politiques ou les ententes avec le collège, entre le collège des médecins généralistes et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, tend de plus en plus à octroyer ou à accorder un certain pouvoir aux infirmières, mais elles pourraient, selon moi, en avoir davantage selon les champs de compétences, évidemment, là, des infirmières, parce que, comme le dit M. Giroux, on en retrouve en enseignement, en recherche, dans les divers centres, dans les divers établissements de santé. Donc, on pourrait leur accorder un pouvoir supplémentaire. Puis, effectivement, les infirmières ne s'en prévalent pas suffisamment. Oui, Madame Garcia-McDiarmid, êtes-vous d'accord?
Je suis très d'accord avec Yann. Je trouve que plus qu'on tend vers la privatisation et plus qu'on tend vers la centralisation des soins, moins que les infirmières et infirmiers et tous les autres professionnels de la santé ont de pouvoir sur l'organisation des soins de santé. C'est davantage axé sur la façon que les médecins veulent organiser le système de santé. Ça va être une question que je vais poser aussi à Lynne Cloutier, mais qu'est-ce qui vous motive à entrer en politique? En fait, c'est un peu pour la même raison que je suis devenue infirmière. Je voulais avoir des outils pour pouvoir m'impliquer dans ma communauté, pouvoir avoir un effet sur les gens autour de moi. Mais pourquoi j'ai décidé de m'impliquer dans Québec solidaire, c'est parce que je crois que il y a vraiment une urgence d'agir par rapport à l'environnement. On peut le voir dernièrement avec cet été tous les décès qui ont été causés par les canicules. Donc c'est ça, c'est pour ça que je m'implique. Oui. Madame Cloutier, vous, qu'est-ce qui vous motive? En fait, c'est sûr qu'au niveau du réseau de la santé, moi, je suis depuis 32 ans, tant comme infirmière que comme gestionnaire. J'ai un parcours quand même assez diversifié. Et c'est en fait quotidiennement, je suis à même d'observer les conséquences. Les conséquences, si je peux dire, des différentes orientations politiques qui sont déployées. La centralisation, effectivement, ça a un effet, je dirais pas que ça a un effet néfaste, mais dans certaines régions, la centralisation, c'est difficilement applicable, c'est moins réalisable et les difficultés sont supplémentaires. Si je pense à une région comme la Côte-Nord, dont l'étendue territoriale est quand même très importante. On est en Côte-Nord, c'est au niveau de la province la deuxième région la plus ayant une plus grande superficie, une plus grande étendue. Donc c'est complexe. Puis le manque je dirais l'absence, le taux d'absentéisme aussi qui est important pour les différentes catégories d'emploi. Mais si je m'en tiens aux infirmières, moi je fais de la gestion depuis 12 ans, puis le taux d'absentéisme est très élevé pour différentes raisons, mais la conciliation travail-famille est très, très, très importante. Elle a un coût énorme, un coût humain et un coût financier très, très élevé. Donc, au niveau de l'accessibilité, la continuité des soins, ça devient de plus en plus difficile quand on a un taux d'absentéisme, un taux d'assurance salaire aussi élevé. Puis, au sein du réseau, il y a différents facteurs. Il y a plusieurs facteurs contributifs de la situation qui prévaut actuellement. Puis, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'implique, mais c'est sûr que ce n'est pas strictement là à l'égard en lien avec le réseau de la santé. J'ai une préoccupation par rapport aux jeunes qui rentrent en milieu scolaire, aux jeunes en difficulté, à nos aînés, aux proches aidants, puis les problèmes aussi liés à l'économie. Donc, les sujets sont vastes, là, les raisons pour lesquelles je m'engage puis que je désire m'impliquer au niveau collectif. Ils sont multiples, c'est pour des multiples raisons. Oui, J'aimerais qu'on revienne un peu à la crise du printemps dernier, des infirmières épuisées qui s'alarmaient de la détérioration de leurs conditions de travail, heures supplémentaires obligatoires, surcharge de travail, infirmières affectées à des tâches autres que des soins infirmiers. Il y avait une étude menée par l'Université de Sherbrooke et l'Université McGill qui a montré que la gestion des heures de travail du personnel infirmier a un impact majeur sur la détérioration des soins offerts aux patients. Donc peut-être Yann Giroux, est-ce que je peux entendre vos commentaires par rapport à ça? Ben, en effet, les heures supplémentaires obligatoires, en fait, il y a d'autres études aussi qui ont été faites, pas seulement ici au Québec, mais c'est un phénomène qui est bien étudié dans la littérature. À partir que le corps de travail s'étire à plus de 12 heures, le risque de commettre des erreurs dans les soins augmente plus longtemps qu'on travaille. Et c'est quelque chose qui est bien reconnu. Et pourtant, il y a des employeurs qui, comme on dirait,
fonctionne avec le TSO, le temps supplémentaire obligatoire, à répétition et de façon quotidienne. C'est un outil de gestion qui est devenu un peu, comment je dirais, là, la solution miracle, alors qu'elle devrait plutôt être une solution exceptionnelle. J'aurais aimé peut-être écouter Sandrine Garcia-Macdiarmid sur la crise du printemps dernier. L'analyse que vous faites en tant que candidate pour Québec solidaire, c'en est quoi de cette crise-là qui était sûrement latente, mais là qui est sortie vraiment fortement au printemps? Oui. Je crois que ça faisait un bout de temps qu'on pouvait s'attendre à ce que ça arrive avec l'austérité qui avait été imposée par le gouvernement libéral dans le système de santé. Il y a beaucoup de problèmes qui s'en suivent, dont l'épuisement du personnel. Puis je crois que la FIC avait des recommandations très claires qui sont sorties pas longtemps après. Fédération des infirmières du Québec. Exactement. Puis une de ces recommandations-là, une de leurs recommandations les plus importantes, c'était d'imposer des quotas. C'est pas normal qu'une infirmière ait 15 patients quand qu'elle peut pas s'occuper comme il faut de tous ses patients, par exemple. Mais ça dépend des endroits, ça dépend des unités. Puis eux, qu'est-ce qu'ils proposent, c'est de évaluer unité par unité les quotas patients-infirmières. Parce que je suppose que la situation sur la Côte-Nord et la situation à Montréal diffèrent quand même aussi en zone urbaine ou dans ce territoire tellement étendu. Yann Giroux, pour vous, les priorités au niveau des soins? La priorité au niveau des soins... mais il y en a plusieurs. Oui. Les priorités, c'est pour ça que j'ai dit. Faut d'abord commencer par la base, tout ce qui est soins d'hygiène, alimentation, des choses comme ça qui sont déjà, disons-le, assez déficientes dans plusieurs. En raison d'un manque de personnel? Notamment, là, on a pu voir des situations sur les médias sociaux qui ont circulé, qui nous disaient que plusieurs résidents de CHSLD ne recevaient pas les soins d'hygiène minimalement une fois par semaine et que le bain était alors reporté la semaine suivante. Et dans la pratique de mes collègues aussi, on l'observe là, quand on a des personnes qui sont admises de CHSLD qui viennent dans les centres hospitaliers, on est à même de constater que l'hygiène est souvent déficiente. Toutefois, au niveau des soins, la priorité là, c'est oui, les ratios, c'est bien, mais c'est aussi comment on y arrive pour avoir un ratio qui est sécuritaire. À quel endroit on va prendre les infirmières, par exemple? C'est sûr que si présentement on a un ratio de 1 pour 7, ou 1 pour 8, ou 1 pour 10, peu importe, si on diminue le ratio à 1 pour 4, ben, les patients vont être quand même physiquement présents dans l'hôpital. Ça prend une infirmière de plus. À quel endroit on va la chercher? Même si on impose un ratio, la solution, elle n'est pas réglée. C'est pas une solution miracle. On va pas créer des infirmières en criant ciseaux. Et c'est là que je trouve que la majorité des partis politiques, peu importe qu'ils soient en faveur des ratios ou non, manquent de moyens concrets pour le faire. L'objectif des ratios, c'est un objectif louable. C'est un peu le Saint Graal des soins, comme en Californie. Mais la question étant, quels sont les moyens qu'on dispose et quels sont les moyens qu'on veut bien mettre dans le système de la santé. Ça prend des ressources, ça prend de l'argent, ça prend des ressources humaines et on a besoin de stratégie justement à ce niveau-là. Et c'est un peu ça qui est défaillant. Défaillant dans la majorité des plateformes, dont la CAQ qui est Québec solidaire aussi en même temps. Oui, ben c'est ça. Sandrine Garcia-Macdiarmid, vous vouliez répondre rapidement parce que après j'ai une question pour vous. D'accord. Donc pour revenir à la base, en fait, pour prévenir ces problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, ce que nous on propose, c'est d'avoir des CLSC ouverts 24 heures sur 24. On propose de réinvestir nos CLSC et de les utiliser à leur plein potentiel, parce que la prévention, c'est très important. Ça peut permettre d'éviter des problèmes comme le diabète, les problèmes cardiaques. J'aimerais peut-être dans un premier temps interagir sur les propos de M. Giroux, puis que je partage tout à fait parce que, écoutez, le réseau de la santé, c'est complexe. C'est complexe. Oui, ça prend des ressources humaines, des ressources financières. Faut revoir
faut revoir des façons de faire, mais au-delà du réseau puis des projets pilotes, puis nous, on en a ici là, actuellement en Côte-Nord à l'hôpital de Sept-Îles, un projet pilote pour déterminer les ratios infirmières-patients. Il faut absolument renforcer la première ligne. Il faut donner plus de pouvoir aux infirmières. Nous avons des infirmières qui ont des compétences pour être capables d'exercer des activités qui peuvent être réservées aux médecins. Il y a une ouverture depuis quelques années. Le Collège des médecins accepte davantage, là, mais c'est souvent des chasses gardées. Hein. C'est les super infirmières, comme on les appelle. Oui, bon, les super infirmières. Il y a des super infirmières, mais on a aussi des infirmières bachelières qui peuvent avoir certaines expertises qui pourraient être habilitées. Moi, en tout cas, je suis convaincue qu'on pourrait octroyer davantage d'actes médicaux, d'actes réservés aux médecins, aux infirmières. On doit renforcer la première ligne. Donc, il faut s'ouvrir davantage à cette possibilité-là. En fait, explorer davantage, parce que puis il faut aussi effectivement il faut que la profession devienne beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'est en ce moment. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet à sciencepresse.qc.ca. Est-ce que la solution, ça serait justement de réinvestir dans la rémunération des infirmières, outre la conciliation travail-famille, outre le nombre d'infirmières et tout ça? Peut-être Madame Cloutier, est-ce que la clé, ça serait aussi de valoriser ce métier-là, mais de les rémunérer un peu mieux? Ben, écoutez, comme je le disais précédemment, la qualité de vie au travail des infirmières, les conditions dans lesquelles elles travaillent, prime même sur une amélioration de la rémunération. Bon, c'est sûr que de revoir la rémunération du personnel infirmier, on peut juste être favorable à cela, mais même si l'infirmière a un salaire qui soit très attrayant, si le milieu de travail dans lequel elle exerce n'est pas optimal, ne tient pas compte de ses besoins, parce que, comme je le disais précédemment, la réalité, l'environnement de travail du personnel infirmier aujourd'hui, le contexte social aussi dans lequel elles évoluent, leur situation familiale, tout ça sont des facteurs qui viennent influencer aussi, ça a un impact direct sur le travail. Donc, il faut vraiment, parce que pour retenir le personnel, pour l'attirer, le retenir, oui, le salaire, ça peut être quelque chose de très attrayant, de très intéressant, mais au bout du compte, ça ne prévient pas l'épuisement professionnel. Donc, ce que je persiste à dire, ce que je disais tout à l'heure également, c'est que on doit revoir où on investit. On doit revoir, de donner des primes aux médecins spécialistes, des primes de jaquette. Les infirmières, combien de fois par jour une infirmière va emporter une jaquette jaune, puis elle ne reçoit pas 5 cents de plus? Le personnel infirmier rentre à l'heure sur chacun des quarts de travail. Ils ne reçoivent aucune prime parce qu'ils arrivent à l'heure. Donc, ça, c'est inadmissible. Donc, c'est de revoir comment les fonds sont octroyés. Je voudrais juste entendre une réaction d'Yann Giroux, puis on va terminer. Une solution qui, pour moi, est essentielle. Présentement, dans le réseau de la santé, là, il y a un climat, disons-le, malsain là, au niveau là, de la gestion versus des infirmières gestionnaires versus les infirmières qui soignent les patients. D'une certaine façon,
on a un devoir de loyauté envers notre employeur qui nous dit que s'il y a des situations qui sont dangereuses ou peu importe, on n'a pas le droit d'en parler publiquement. Pourtant, le système de santé, il est public. Et c'est une chose qui est pour moi qui est essentielle, que si jamais on a envie de sonner l'alarme puis de dire qu'il y a des situations qu'on vit de façon quotidienne ou qu'on observe de façon quotidienne qui sont dangereuses ou non sécuritaires ou inadéquates ou problématiques, peu importe ce que ce soit, qu'on ait le droit de dire pour qu'on ait des changements qui soient plus rapides, parce que la machine administrative, malheureusement, est très lente. Et que un petit coup de main des médias, une fois de temps en temps, ça fait du bien, comme qu'on a vu avec les repas de CHSLD, etc. Donc, je crois que ça devrait être une priorité pour chacun des partis de donner ce droit de parole-là au niveau de la loi pour les infirmières, pour les travailleurs de la santé qui voient des situations sans qu'on soit en danger de perdre notre emploi. Et je pense que si on a des gens qui se lèvent à tous les matins pour travailler pour le bien des patients et pour leur santé, mais qui puissent le faire aussi à l'extérieur de leur corps de travail et qui revendiquent sur la place publique des choses qui doivent changer maintenant et qui nécessitent une action politique maintenant du gouvernement ou du prochain gouvernement qui sera à être en place. Entendu, on vous a entendu. Donc, on était en compagnie d'Yann Giroux, qui est infirmier clinicien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, de Lynn Cloutier, candidate de la Coalition Avenir Québec, et de Sandrine Garcia-McDiarmid, qui est infirmière et candidate de Québec solidaire dans Châteauguay. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. 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 C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, une nouvelle rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Bonjour, je suis David Martin-Milo, un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Je suis aussi un des cofondateurs du regroupement Jeunes médecins pour la santé publique qui vise à défendre les investissements en santé publique, donc en prévention, pour la santé de la population québécoise. Donc, ce qui me fait réagir dans l'actualité ces jours-ci, c'est le discours de nos représentants politiques autour de la santé. C'est des discours qui sont très orientés sur les soins, sur les hôpitaux et non pas assez sur une vision plus globale de la santé. La preuve, c'est que justement, il n'y a pas d'annonce d'investissement majeur dans les plateformes des gouvernements par rapport à différents déterminants de la santé. Je vais revenir sur ce terme-là un peu plus tard, ou strictement sur la prévention. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de considérer tout ça? Je considère qu'il y a une situation qui peut être assez alarmante par rapport au système de santé. On voit que le budget en santé augmente sans cesse. Il est à plus de 50% du budget global en ce moment. Donc, plus de 50% de ce budget global-là s'en va en santé. Ce qui oblige à une certaine compression des budgets dédiés à d'autres ministères ou à d'autres domaines qui ont aussi une action ou un effet sur la santé des Québécois. On peut parler entre autres de l'éducation ou encore du transport. Aussi, la situation pourrait être jugée d'alarmante pour les déterminants de la santé. Ce que c'est, en fait, les déterminants de la santé, c'est tout ce qui est à la base de notre santé. Tous ces besoins-là, ou tous ces éléments-là qu'on doit combler pour améliorer la santé de la population. On sait qu'environ 15% de ces déterminants-là se trouvent dans le système de soins. Donc, c'est-à-dire que pour améliorer la santé de la population, on a à peu près 15% de jeu si on investit seulement dans le système de soins. Le reste, 85%, c'est ce qui est dans les environnements, autant bâtis que sociaux. C'est les comportements de santé, c'est les habitudes de vie. Donc, 85% de ce qui détermine la santé de la population, québécoise ou autre, se trouve dans ces éléments-là. Finalement, aussi, on pourrait dire que la situation est alarmante au niveau de la santé des Québécois parce que il y a plus de la moitié de la population québécoise de 12 ans et plus qui ont au moins une maladie chronique et le quart des Québécois en aurait au moins 2.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire si on continue dans la même lignée? Ça va seulement aggraver le problème, on va alourdir le fardeau des soins. Il faut vraiment changer notre manière de voir les choses, notre vision, notre manière de faire les choses aussi, et notre manière de décider. Une meilleure solution, ça serait de s'arranger pour que les gens ne tombent tout simplement pas malades ou essayer de prévenir même une dégradation d'état de santé chez les personnes qui sont malades. Ce que c'est ça, c'est de la prévention. Donc, en réorientant notre vision, puis ce qui est la santé, dans la tête, dans le discours et dans les décisions de nos représentants politiques, on risque d'avoir ça risque d'être une meilleure façon d'améliorer la santé de la population. Parce que oui, la santé publique ou la prévention améliore la santé de la population, mais c'est aussi une façon de financer ou de soutenir financièrement notre système public de santé. Parce que on voit vraiment un très bon retour sur investissement de nos interventions de santé publique. Par exemple, pour chaque dollar investi en petite enfance, donc dans les CPE entre autres, on peut sauver jusqu'à 16 dollars en retour dans le futur, que ce soit en coûts sociétaux ou en coûts de santé. Donc, ce qu'on propose, c'est de changer cette vision-là qui est extrêmement orientée sur les hôpitaux, sur le système curatif, sur les soins du gouvernement, pour une vision plus globale de la santé, ce qu'on appelle la santé durable. Pour faire ça, nous, ce qu'on fait à Jeunes médecins pour la santé publique, c'est qu'on essaie d'être présent dans les médias sociaux et traditionnels, comme en ce moment, pour essayer d'amener des angles différents, donc des angles qui concernent davantage les déterminants de la santé, dans des débats autour de différentes thématiques de santé. D'autres partenaires, comme l'Association de santé publique du Québec le fait aussi, promeut beaucoup aussi le concept de santé durable. Et on voit pas encore cette vision-là dans les discours de nos élus, surtout les représentants de la santé. Donc, est-ce qu'il nous faudrait un ministre de la santé publique ou un ministre de la prévention plutôt qu'un ministre des soins ou un ministre de la maladie? On croit certainement qu'une formation, du moins en santé publique, serait nécessaire chez ces décideurs-là. Et peut-être que ça va permettre d'octroyer une plus grande proportion du budget de la santé à la santé publique et justement d'avoir des investissements substantiels puis durables qui vont au-delà des élections et des promesses électorales assez court-termistes. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en podcast sur le site de l'agence Science Presse, sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé.